Après les maisons, les voitures. Et vous allez voir que le vendeur a tenté d'arnaquer notre équipe. Nous sommes tombés en panne dans un de ces véhicules. Notre prochaine arnaque se déroule dans le Pas-de-Calais. Les victimes, une dizaine de personnes qui a voulu acheter des voitures à bas prix. Compteurs trafiqués, panne dissimulée ou contrôle technique douteux. Des professionnels n'ont pas hésité à leur vendre des épaves. La voiture de Laura est tombée en panne quelques jours seulement après son achat dans un garage. Le véhicule aurait pu prendre feu, comme l'a constaté l'expert. Court-circuit, étincelle, boum. Une panne que le contrôle technique n'avait étonnamment pas détectée. En fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent un coup de chiffon. Et nous, après, on peut plus rien dire, il n'y a plus de fuite. Et là, ça, c'est d'arnaque, hein, de toute façon. Et elle n'est pas la seule à s'être fait rouler par ce vendeur. Amélie lui a aussi acheté une voiture hors d'usage. Quand j'ai voulu aller mettre pour la première fois de l'essence, voilà ce que j'ai découvert. C'est bien effrité, c'est plein de rouille. C'est un désastre. Des épaves que le vendeur refuse de rembourser. Nous les avons fait expertiser et nous n'avons pas été déçus. Alors là, ça, c'est rédhibitoire. On ne peut plus circuler avec ce véhicule. Et ça confère au véhicule un caractère dangereux. Ça fait peur. On imagine les scénarios qui auraient pu se produire. Moi, je veux mettre ce monsieur face à ses responsabilités, en fait, qu'il constate qu'il a vendu un véhicule dangereux. Les victimes sont furieuses. Elles vont tout tenter pour se faire rembourser par le vendeur. Mais moi, je vais pas bouger. Tu peux être là avec ton air hautain, ton air supérieur. Je te dis, t'es qu'un gros connard, moi. En tout cas, moi, je pourrais pas vous rencontrer. Ah ouais, donc moi, je fais quoi? Dites-moi. C'est horrible. Ils arrivent à vivre comment, ces gens-là, putain. Et voilà. Pour retrouver ces garagistes mal intentionnés, direction Lens dans le Pas-de-Calais. Avant d'aller leur demander des comptes, nous voulons rencontrer les premières victimes. Patrick, informaticien, et sa femme Laura, vendeuse dans la grande distribution, ont acheté cette petite citadine il y a 4 mois. J'enlève le siège. La mère de famille n'a pu rouler que 300 km avant que sa voiture ne tombe en panne. Je l'ai acheté donc au mois de juillet et en fait la voiture, j'ai roulé quelques jours avec et il y a une fuite tout de suite d'huile. Donc aujourd'hui je suis sans véhicule, elle est stationnée ici. Le couple pensait pourtant avoir réalisé une bonne affaire en achetant cette voiture à ce professionnel. J'ai acheté cette voiture 3 000 €. Pour moi, c'était un bon prix correct et dans mon budget surtout. Le garagiste nous a rassurés, nous a dit que c'était un bon modèle pour les petites familles qui ne faisaient pas beaucoup de kilomètres. Donc ça m'a mise en confiance. Mais après seulement 300 km d'utilisation, le carrosse se transforme soudainement en citrouille. Je revenais du travail et en fait, il y avait un bruit de ventilation vraiment très très fort. On m'entendait du bout de la rue. Tous les problèmes sont arrivés, les grosses taches d'huile, la fumée blanche. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un truc, il y a anguille sous roche. Elle a fini par être amenée chez un garagiste qui m'a dit que je ne pouvais plus rouler avec cette voiture. Patrick se rappelle alors qu'au moment de l'achat du véhicule, il avait eu un doute à la lecture du contrôle technique. Ce qui m'avait inquiété, c'était le problème de fuite d'huile. C'était une fuite excessive. Hein. Voilà, c'est ça. Signaler que c'était une grosse fuite excessive. Dans la contre-visite, par contre, on voit que le problème a été solutionné. Il n'y a plus de défaut majeur. Donc pour nous, les pannes du premier contrôle technique ont été résolues parce que c'était plus présent sur le deuxième contrôle technique. La fuite du moteur semble donc avoir été maquillée et dissimulée par le vendeur qui refuse de reprendre le véhicule. Je pense qu'on est sur une personne qui est vraiment de mauvaise foi. Et une fois qu'elle a pris les 3 000 €, ça y est, peu importe ce qui se passe pour le véhicule, ça ne la concerne plus. Je ne comprends pas qu'on puisse vendre une voiture comme ça à des gens, mères de famille avec des enfants. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Et quand ils alertent le vendeur, il leur demande de se mettre en contact avec son assurance. Mais là, nouvelle surprise. On les a contactés, parce que peut-être que la panne aurait été prise en charge. Et en fait, là, découverte, c'est que la voiture n'est liée à aucun contrat.
Maître de Caumont, avocat spécialiste du droit automobile, est scandalisé par les pratiques du garagiste. Là, je pense qu'on est quand même à la limite de l'escroquerie. Parce que si on vous vend un véhicule avec une garantie complémentaire, une garantie commerciale, et qu'en fait, cette garantie, il ne l'a pas souscrite, bah, là, c'est une escroquerie, ça se termine en correctionnel. Laura et Patrick exigent alors le remboursement de leur voiture inutilisable et portent plainte, car ils sont persuadés que la fuite était connue du vendeur. C'est une panne qui a été cachée. C'est un vice caché, moi je suis sûre. Et quand on a déposé plainte, le policier nous a glissé bah écoutez, c'est pas la première plainte que j'ai pour ce garage, j'en suis à la 5e plainte. Cette semaine. Cette semaine. Pour nous, on s'est dit on a perdu 3 000 €. On lui a donné 3 000 €, il nous a donné une épave. Mon remboursement, je sais pas si je l'aurai. Donc non, aujourd'hui, moi mon but c'est que ce monsieur ferme son garage. Mais alors, qui est cet homme? Quelles sont ses méthodes? Pour en savoir plus sur son compte, nous nous rendons à son garage équipé de caméras discrètes. Nous nous présentons pour acheter un véhicule à 5 000 €, semblable à celui de Laura. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais vu une 207 style première main. Elle avait été mise sur le site. C'est celle-là. 72 000 km, c'est celle-là. Ah, ok. Non, mais elle est propre en vrai. Très très propre, l'intérieur est super propre. C'est un véhicule qui a été bien entretenu. La voiture a été nettoyée et les plastiques rénovés pour séduire les acheteurs potentiels. Et d'après le vendeur, la mécanique a été révisée. Il n'y a pas de claquement, il n'y a pas de bruit de parasite, donc déjà c'est très bon signe. Donc, je ne pense pas que niveau châssis ou autre, il y a des problèmes. On a nos mécaniciens sur place qui feront faire ça. Et si toutefois une panne survenait, le vendeur nous assure que le véhicule est garanti 12 mois. Vous voulez les assurer les... Oui, bien sûr. Les garanties, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, garantie véhicule, tout à fait. Moteur, boîte de vitesse et train sont pas sur la garantie. De toute façon, elles sont garanties 12 mois, non? C'est ça? Exactement, c'est ça. C'est ce que j'ai vu sur le... C'est ça, tout à fait. Parce que si je tombe en panne, comment je fais? Vous avez une assistance routière qui est comprise dedans dans la garantie qui vient de vous remorquer justement gratuitement. Ok. Le vendeur fait tout pour nous rassurer. Nous demandons à essayer la voiture. Mais à peine avons-nous mis le contact que des voyants s'allument sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué défaillant électrique. Vous n'avez pas de voyant d'allumé? Ah, si, vous avez le voyant batterie. Donc peut-être la batterie qui est fatiguée. Vous avez le voyant batterie, donc je pense que c'est la batterie à remplacer. Vous êtes d'abord vous allez pouvoir, oui, ça va la recharger. Vous êtes sûr? Oh ouais, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est le voyant batterie, ça fait rien. D'accord. Si on tombe en panne, on vous appelle. Hein. Là, ça risque pas, ça risque pas. Pourtant, nous sommes à peine sortis du garage que les pannes s'accumulent. Eh, j'ai plus la direction là. Attention! Attends, j'ai plus d'ABS, je peux même plus tourner mon volant. Circuit électrique défaillant. Oh! Ah ouais, non, mais c'est une blague. C'est inquiétant quand même. Ah bah c'est plus qu'inquiétant. Hein. Là, plus on roule, plus il y a des voyants allumés. L'essai tourne au fiasco. Des voyants clignotent partout. Et soudain... Oh non, putain, on est en panne. On est en panne? On est en panne? Ah l'enfer, c'est de la folie. On a roulé quoi, 50 mètres? Il nous a dit que la batterie allait se recharger si on roulait un peu. Bah on a roulé un peu et tout s'est coupé. Un passant vient à notre secours. Il a tes mains pour la pousser? Bah ouais, on veut bien. Allez, 1, 2, 3. Elle est lourde. La voiture refuse de repartir. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour, c'est... on est les deux personnes qui sont parties essayer le véhicule. Bah écoutez, on est sur le bord de la route, le véhicule est en panne. À mon avis, c'est l'alternateur qui fatigue. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'énergie du tout dans le véhicule. D'accord. On va bien, il n'y a pas de souci. Eh ben on vous attend alors. Il n'y a pas de souci, tout de suite. À tout de suite. De retour au garage, le vendeur ne se démonte pas. Ce genre de choses, ça arrive très rarement. J'ai roulé avec le véhicule, j'ai fait un tour sur le parc à l'extérieur, voir s'il n'y a pas de choses parasites. Moi, j'avais aucun voyant qui s'était allumé à ce moment-là. Il va même jusqu'à nous expliquer que cette panne serait une aubaine pour nous. D'un côté, c'est un point positif, ça fait pas un alternateur à changer plus tard. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Véhicule défectueux, argument mensonger. Notre tentative d'achat nous confirme que le patron de cette concession n'hésite pas à vendre des voitures hors d'état. Au revoir. Au revoir. Alors qui est cet homme sans scrupules? Avant de le confronter, nous nous mettons en recherche d'autres victimes.
À Arras, Amélie, agent d'entretien, a elle aussi réalisé une très mauvaise affaire. Pour faciliter ses recherches d'emploi, cette jeune mère de famille a emprunté 5 000 € pour s'acheter sa première voiture. Donc c'est la voiture qu'on a achetée il y a à peu près 4 mois et qui est stationnée là parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Quand on a vu la voiture, c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur. Elle avait l'air propre, elle avait l'air pas forcément neuve, mais vraiment propre, bonne à utiliser, quoi. Vraiment quelque chose de sympathique, une petite citadine comme j'avais besoin. La voiture d'Amélie est pourtant passée au contrôle technique. Mais à peine sortie de chez le vendeur, Amélie se rend compte que le véhicule qu'elle vient d'acheter a de très gros problèmes. Quand j'ai voulu aller mettre pour la première fois de l'essence, c'est très compliqué à ouvrir. Et voilà ce que j'ai découvert. Donc vous voyez que c'est bien effrité, c'est plein de rouille. Première surprise pour nous. La rouille sur le réservoir inquiète immédiatement Amélie. Et quand elle soulève le capot. Là encore, on a un petit souci pour l'ouvrir. Le système d'ouverture est défectueux. Vous voyez, tout est rouillé et c'est quasiment impossible à ouvrir. Je vais jamais y arriver. Après 10 minutes de combat, alors, on a réussi à l'ouvrir. Vous voyez, ça tient avec des petits fils. Le crochet, du truc de ferraille. Donc là aussi, c'est top. Et là, on fait la découverte de tout ce magnifique marron, la rouille. Voilà, ici, il n'y a rien qui tient. Enfin, il est dans le vide, on a beau le remettre. Il s'enlève, il n'y a rien qui tient. C'est un désastre. Le support du moteur est rongé par la rouille. Il y en a partout, il y en a là, ici, là. Et ce n'est pas tout. Des éléments tiennent grâce à des élastiques et des bouts de ficelle. Et lorsqu'Amélie prend le volant de sa nouvelle voiture pour la première fois, l'ordinateur de bord lui signale une panne importante. Là, on va essayer de l'allumer en espérant qu'elle s'allume. La chance, aujourd'hui, elle s'allume. Mais on a un petit souci, c'est qu'on a un voyant orange qui s'allume. Et on a ici un petit message comme quoi il faut vérifier le moteur. Et là, on s'est dit, il y a un gros souci au niveau de la voiture. Amélie comprend qu'elle s'est fait embobiner par le commercial. Il lui a vendu une voiture en panne, en toute connaissance de cause. On avait demandé pour l'essayer. Le gars voulait vraiment pas. Il nous a dit, vous pouvez nous faire confiance. Tous les garages ne font pas essayer leur voiture. Donc nous, ça nous a pas percuté parce que c'est la première fois qu'on achetait dans un garage. Donc il n'y a rien qui nous perturbait plus que ça à ce moment-là. Toujours faire un essai du véhicule. Un professionnel n'est pas légalement tenu par la loi de vous le faire essayer. Mais si vous trouvez des bons prétextes pour ne pas pouvoir essayer le véhicule, y compris en le conduisant vous-même, fuyez tout de suite. Amélie et son mari sont persuadés de s'être fait abuser par le vendeur. Ils demandent le remboursement de leur voiture pour vice caché. L'argent qu'on utilise pour la voiture qui ne roule pas, ça nous permettrait de faire un plein de courses, d'emmener les enfants dans des parcs d'attractions, de leur faire plaisir. Et malheureusement, on ne peut pas, puisqu'il y a ces charges de cette épave qui nous reste dans les mains et qu'on ne peut rien faire. Amélie, Laura et Patrick, combien de clients cet homme a-t-il berné? Leur a-t-il volontairement vendu des voitures en sachant qu'elles étaient hors d'usage? Pour nous en assurer, nous retournons à Lens chez Laura et Patrick. Pour vérifier la responsabilité du vendeur, nous faisons transporter leur voiture dans un garage pour réaliser une expertise. Philippe Benoît, expert automobile juridique, va examiner le véhicule et rechercher la présence de vis cachés. Il commence par vérifier les défauts majeurs signalés lors du contrôle technique. Le vendeur les aurait soi-disant réparés pour passer la contre-visite. On va déjà s'intéresser aux pneumatiques, parce qu'apparemment les pneumatiques avaient été signalés. Alors, là, on remarque que le pneumatique, il est vieux. Vous voyez que c'est craquelé, tout est craquelé. Il est mort. Et il n'y a pas que ça. Il y a une hermie, carrément, vous voyez. Alors là, ça, c'est rédhibitoire. On ne peut plus circuler avec ce véhicule. Et ça confère au véhicule un caractère dangereux. Le pneu peut exploser à tout moment.
Alors comment est-il passé au contrôle technique? On peut imaginer, enfin c'est possible, que les pneumatiques qui ont été présentés au contrôle technique ne soient pas ceux qui sont montés sur le véhicule actuellement. Les pneus usagés de cette voiture auraient donc été échangés par des neufs, le temps du contrôle. L'expert remarque ensuite des fils électriques suspects. Oui, là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a aussi un problème sur un faisceau électrique. Vous avez un faisceau carrément dénudé, court-circuit, étincelle, boum. Voilà, c'est une bombe. Notre expert enquête maintenant sur les fuites qui ont provoqué l'immobilisation de la voiture. Ça s'est pas produit sur peu de temps. La fuite est manifestement ancienne. Alors, on vient de déceler cette fameuse fuite qu'on recherchait, et voilà, on vient de la déceler au niveau de la pompe à eau. Ensuite, on s'aperçoit que le circuit de refroidissement, il est plus étanche, hein. Le moteur, il est en fin de potentiel. Pour Philippe Benoît, le résultat de l'expertise est très clair. Pour moi, le véhicule n'a pas été préparé à la vente, ni révisité, ni quoi que ce soit. Il n'y a eu aucun entretien sur ce véhicule. Est-ce que tout ce qui a été constaté peut casser la vente, peut annuler la vente? Ah, manifestement, bien sûr, bien évidemment. Le simple problème du refroidissement, par exemple, c'est gravissime. Et l'état du moteur, le moteur, il est fichu. Tout ça, c'est la responsabilité du vendeur, c'est manifeste. Hein, Tout véhicule d'occasion que vous achetez chez un professionnel ou chez un particulier bénéficie d'une garantie légale. Si votre véhicule est affecté de vices cachés, c'est-à-dire de problèmes suffisamment graves et qui n'étaient pas visibles, à partir de ce moment-là, vous avez le droit de demander à ce vendeur, soit, et c'est vous qui choisissez, de faire annuler la vente, soit de diminuer le prix de vente payé. L'expert confirme les soupçons de Patrick et Laura. Le vendeur les a abusés et a mis leur vie en danger. Finalement, je me dis que je suis vraiment contente qu'il y ait eu cette fuite qui m'a empêchée de rouler. Le véhicule aurait pu prendre feu, comme l'a constaté l'expert. Ça fait peur. On imagine les scénarios qui auraient pu se produire suite à cette fuite, suite à un pneu qui éclate ou à grande vitesse, partant de pluie ou neige. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Nous avons désormais une certitude. Le garagiste a vendu des véhicules hors d'usage. Mais une question reste en suspens. Comment ces voitures passent-elles au contrôle technique? Vu leur état, elles devraient se faire recaler. Pour le savoir, nous envoyons Laura et Amélie dans les 2 centres qui ont contrôlé leurs véhicules. En fait, toutes les défaillances majeures sont aujourd'hui présentes et toujours sur le véhicule. Bonjour. Bonjour. Que vous voyez par exemple les plus dures, elles sont toujours présentes. En fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent un coup de chiffon. Et nous, après, on peut plus rien dire, il n'y a plus de fuite. Et là, c'est d'arnaque, hein, de toute façon. Ces gens-là, c'est... Selon le technicien, il serait très facile de maquiller une fuite, même importante. Le mec, il vient tout nettoyer. Il va au Karcher, il passe en dessous, après j'ai rendez-vous pour faire sa contre-visite. Ils doivent mettre des produits, des trucs comme ça dedans, juste avant, pour le jour J, donc elle passe vraiment de justesse, mais elle passe pas elle. On peut rien faire, il arnaque tout le monde. Et apparemment, notre vendeur serait coutumier de ce genre de magouille. Et vous avez l'habitude de faire des contrôles techniques pour vos vendeurs? Oh, c'est une horreur. On ne se travaille plus avec. C'est maintenant au tour d'Amélie. Comment se fait-il que la panne moteur de sa voiture n'ait pas été signalée lors du contrôle technique? Non, en fait, c'est simple. Nous, à l'arrivée, il n'y a plus le voyant, il y a ce qu'on a la valise. Et la valise, c'est-à-dire une valise, c'est-à-dire? Une valise de diagnostic. C'est un outil qui permet de communiquer avec le système électronique d'un véhicule. On vient accrocher à la prise de votre véhicule. Ouais. Il supprime le code défaut d'un peu sur la voiture. On la prend, on la démarre. À ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de voyant. C'est validé. D'accord. Ouais, donc il peut faire ce qu'il veut avec la voiture. Ces valises de diagnostic permettraient de neutraliser les voyants qui signalent une panne. Nous avons voulu les tester. Des particuliers proposent ce service. Nous prenons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Bonjour. Nous lui racontons que nous souhaitons vendre notre voiture, mais qu'elle ne passera jamais au contrôle technique. Les clés sont dessus. Ça marche. Pas de problème. Il nous propose de venir maquiller la panne. Tarif de la supercherie, 70 €.
nous effectuons l'opération avec la voiture d'Amélie. L'homme branche son boîtier à l'ordinateur de bord. C'est un système. Il identifie immédiatement la panne moteur. Erreur ADN. D'accord. En fait, c'est des soupapes d'échappement. Bah, à un moment donné, t'as des conneries, des gaz d'échappement, on va la sortir, quoi. Ah ouais, on sent qu'il y a un problème. Franchement, faut pas être un gros mécano pour savoir qu'il y a un problème. Hein. On sent, de toute façon, je veux dire, elle tremble, elle met des à-coups. Là, il y a calé, une voiture, ça doit pas caler comme ça, en fait, hein, logiquement, quoi. Après, je vais essayer d'effacer, quoi. D'accord. Quelques minutes plus tard, Effacer le code erreur. le boîtier a neutralisé les voyants. C'est pas mon bateau de défaut, là. Là, c'est éteint. La voiture paraît comme neuve. Pourtant, la panne n'a pas été réparée. Mais on a le droit d'effacer les défauts comme ça, on peut le faire. Si on dit rien, c'est pas grave. Si vous la mettez en vente, bah, vous prenez la personne qui les futurs clients, les futurs acheteurs, qu'il y a des réparations à faire, quoi. C'est ça le truc, vous voyez. Si la personne s'en rend compte, elle peut vous attaquer pour vous se cacher, quoi. D'accord. Ça, c'est totalement interdit. Vous n'avez évidemment pas le droit, moyennant finance, ou même si ce n'était pas moyennant finance, d'effacer les voyants d'un véhicule. C'est effectivement une façon de tromper un acheteur. Et là, on passe au pénal. Donc ça, c'est du lourd, c'est du très grave, ça relève de la correctionnelle. Contrôle technique tronqué, véhicule trafiqué. Ce vendeur de voitures ne recule devant rien. Et ces pratiques offusquent les victimes. Laura et Amélie ont retrouvé une dizaine de clients floués. 5 d'entre eux se rendent aujourd'hui à la concession automobile, bien décidés à obtenir le remboursement de leur voiture inutilisable. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de voir le responsable, s'il vous plaît? Pas là, je vais sans ça. Vous pouvez l'appeler pour lui dire qu'on va prendre de bas? Toi, vous avez rendez-vous avec lui? Non, non, non. Soit vous prenez rendez-vous, soit... Bah non, moi je dis pas de là tant que j'ai pas vu le patron. Face à la mauvaise foi de l'employé, la colère de Laura et Amélie explose. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous n'êtes pas en position de force de... Ouais, mais non, mais bah, écoutez, moi je dis prise de rendez-vous avec le Bah patron. nous, on ne veut plus l'entendre, prise de rendez-vous, on ne veut plus l'entendre, on veut une solution. Vous allez finir par tuer quelqu'un, ce que je souhaite pas, mais vous allez finir par vous retrouver en prison. Mais moi, personnellement, je vais pas bouger. Tant qu'il n'y a rien, je vais pas bouger. Je te jure que là, tu as eu la vie de mes enfants entre tes mains et que tu as joué avec cette vie-là. Et crois-moi que ça, jamais je vais oublier. Et que tu peux être là avec ton air hautain, ton air supérieur, je te le dis, t'es qu'un gros connard. Mis au courant de la situation par son employé, le patron décroche son téléphone pour essayer de se débarrasser du problème. Bonjour, monsieur. Je vous ai acheté une Twingo en juillet. Je suis venue vous voir à plusieurs reprises. J'ai envoyé un recommandé concernant une fuite d'huile qui s'est avérée être un joint de culasse. Ce matin, j'ai fait expertiser ma voiture. Donc la voiture est déclarée non roulante, sachant qu'il y a un risque d'incendie. Donc moi, aujourd'hui, je souhaite un remboursement au niveau de la loi. Je vous l'annonce directement, je ne vais pas vous faire tourner en rond. Malheureusement, il n'y aura aucun remboursement. Et pour quelle raison? Bah au moins c'est clair. Et pour quelle raison? Non mais... Parce qu'on ne rembourse aucun véhicule. Vous savez qu'il y a des lois qui... J'ai dit. On laisse un délai de 7 jours de rétractation. C'est faux, c'est faux. C'est le cas d'Amélie. Alors, elle tente de plaider sa cause. Donc nous, par rapport à la rétractation de 7 jours, nous avons fait le recommandé. La voiture, vous êtes venu avec... Ah bah la voiture, depuis, ça va faire 1 mois qu'elle est sur la route, qu'elle ne roule plus, monsieur, que je ne peux plus l'utiliser. Et vous n'avez pas respecté le délai de rétractation, puisque moi j'ai envoyé la lettre recommandée le 2e jour que vous avez récupéré. Et bizarrement, on nous sort quoi? Que le remboursement est refusé. En quel droit il est refusé? Vous avez une explication là-dessus? Vous avez demandé à ce que le véhicule soit réparé et qu'on fasse un échange. Non, j'ai pas demandé d'échange. En plus de ça, vous mentez. Parce que quand je vous ai eu au téléphone, non seulement au bout de 10 minutes de conversation, vous m'avez raccroché au nez. En tout cas, madame, moi, je ne pourrais pas vous rembourser le véhicule. Ah ouais, donc moi je fais quoi? Je roule sur l'heure, monsieur, je fais quoi? Dites-moi. Bon, je suis désolé, je vais devoir t'attendre en rendez-vous. Oui, bah bien évidemment, hein, on se coupe de toute responsabilité. Vous êtes comme votre vendeur, en fait. Hein. J'ai une dernière Ouais. question. Oh, c'est bon, je lâche l'affaire, ils sont comme des nerfs. Nous proposons à notre tour aux responsables de se justifier de ses agissements. Monsieur, je suis journaliste. Est-ce que je vous ai vendu un véhicule? Non, non, mais moi je suis... Passez une bonne journée, monsieur, et puis à la prochaine. Je suis avec le collectif des victimes, monsieur, et je suis là pour essayer de trouver des explications pour ce collectif des victimes. Il est en faute.
Il n'a absolument aucun argument, il n'a évoqué aucune raison logique, juridique, légitime de ne pas rembourser. Face à ce genre de personnage de totale mauvaise foi qu'hélas, on a l'habitude de rencontrer, il n'y a pas d'autre solution que le procès. Il faudrait quand même mettre des bornes aux limites et ne pas permettre que des voyous puissent ainsi plumer des pauvres gens. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Les victimes sont écœurées. Depuis qu'elles ont porté l'affaire devant les tribunaux, le patron reste injoignable. Face à la mauvaise foi, je pense que... C'est incroyable hein, de voir un truc pareil, hein. C'est fou. Hein. Vous pour des cons l'un comme l'autre, c'est horrible. Ils arrivent à vivre comment ces gens-là? C'est des inconscients aussi. On sort de là, on a un accident. Ah ben ça n'empêche pas de dormir. Non mais... Ah puis c'est une belle arnaque, hein, ça. Oui. Belle arnaque. Son truc, il est bien huilé quand même. Oui, parce que quand on arrive, il fait bien le beau, il nous rassure, il nous vend du rêve et on se retrouve avec des poubelles. On voit qu'ils en sont pas à leur coup d'essai quand même. Non. Suite à notre tournage, le patron du garage a proposé à Amélie de lui reprendre son véhicule, mais à moitié prix. 2 500 € au lieu de 5 000. Laura, elle, l'a revendu 1 000 € à un autre professionnel qui a dû entièrement changer le moteur.